Se relaxer est un moment sensible, délicieux. Je vous propose cette séance qui vous aidera à prendre confiance en vous, à donner plus de valeur à votre jugement et à être moins dépendant de l'avis des autres. Chaque être humain est unique dans sa façon de penser, de voir le monde et d'agir. Cette séance vous amènera à vous accepter dans votre spécificité et à oser imposer votre point de vue, vos besoins et vos envies, à vous sentir plus légitime et à exprimer pleinement votre potentiel aux yeux des autres. Je vous propose de vous installer confortablement et de vous détendre, comme si vous pouviez appuyer sur un interrupteur pour arrêter le rythme des heures, laisser les secondes s'étirer comme des chats après avoir dormi. Permettre enfin à votre esprit de se relaxer, comme si votre corps reposait sur le dos moelleux et confortable d'un cygne qui se laisserait porter délicatement sur l'eau. Il suit le courant au fil de vos pensées, suivant mes mots comme autant de points d'interrogation sans question, de phrases à double sens, sans perdre son sens de l'orientation. D'ailleurs, en parlant de signes, je me demande quels sont les indices que votre inconscient a disséminés dans votre vie pour vous aider à revenir vers le meilleur chemin pour vous. Combien de pierres de petits poussés a-t-il placées pour vous indiquer les blessures à guérir, pour vous libérer de votre passé? Comme si votre cerveau gauche parlait à votre cerveau droit, tandis que votre esprit est à deux endroits à la fois. Il peut visiter tous les pays du monde tout en restant là, accompagner la lune dans sa ronde, allongé sur un sofa. Et il n'est pas nécessaire de ne pas laisser son esprit vagabonder entre les hémisphères pour ne pas avoir un aperçu de la planète entière. Il suffit simplement de lâcher prise sur la destination pour trouver celle qui pourra nous plaire. Car souvent notre intuition sait mieux que notre raison quelle sera la meilleure direction. Et plus on lâche prise, plus on se laisse guider. Et plus on se laisse guider, plus les solutions nous apparaissent. Car la vie est un parcours fléché, rempli de sagesse, à condition de la laisser nous enseigner. Souvent, la partie qui hésite à lâcher prise est la même qui croit que tout va de travers quand on arrête de contrôler, alors que c'est en traversant sa peur que les miracles peuvent arriver. Comme s'il fallait accepter de se perdre dans une forêt enchantée pour pouvoir apercevoir des fées, plonger au fond de soi pour enlever les couches de colère qui masquaient notre lumière, retirer la tristesse et la peur pour dévoiler enfin toutes nos couleurs,
car le fond de notre être, lui, reste inchangé. C'est une partie de nous qui reste inviolée, quelles que soient les épreuves de la vie. Une partie consciente de son invulnérabilité qui attend patiemment le jour d'être libérée. Alors, je ne peux vous montrer le chemin à emprunter que si vous souhaitez aller à la rencontre du vrai vous. Je vous invite maintenant à vous détendre, à respirer calmement et à vous laisser bercer par votre propre voix. Cette voix qui pourrait aussi être la mienne ou celle de quelqu'un qui vous est cher. Une voix vous rappelant un souvenir lointain ou proche d'hier. Une voix agréable, douce, chaude. Une voix dans votre tête qui vous parlerait comme une horloge intérieure, comme une respiration, comme un souffle d'air. Une voix sans artifice, mais avec un artificier qui est là pour écouter, pour entendre ce qui ne se dit pas, mais en comprenant que tout ce qui n'est pas dit est insinué, pour que notre souverain intérieur reprenne ses responsabilités, assume ce qu'il s'est passé. Une voix parfois lente et parfois rapide, comme l'est le temps qui s'écoule, lent comme lorsque le soleil se lève et que le jour peine à apparaître, et rapide comme le torrent violent qui descend de la montagne, lent comme le temps qu'on a l'impression d'avoir passé sous hypnose, et rapide quand on a trouvé l'émotion coincée. Une voix intérieure qui est l'horloge garante du temps et qui peut déposer ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Déposer des mots d'amour, des mots tendres, des mots entiers, des mots cachés et peut-être des mots fâchés. Mais tous ces mots n'ont qu'un seul but: soulager, guérir, trouver des solutions et pardonner. Ainsi, les mots vont s'effacer pour laisser place à la douceur de vivre, comme un thé glacé qui réchaufferait le cœur, comme un soleil d'été qui refroidirait l'intérieur. Et tandis que tout s'en mêle entre les mots et les mots, la partie droite du cerveau pourrait s'endormir et la partie gauche, elle, pourrait se concentrer pour écouter la chouette qui ferme ses yeux pour raconter ses histoires enchantées. Je vous propose de vous installer confortablement et de lâcher prise pour mieux choisir vous-même les meilleures conditions pour votre relaxation, d'ajuster la température au jour qui vous convient le mieux. Cela peut être un jour
entre juillet et aujourd'hui, ou entre février, peu importe. L'important est que ce soit votre moment à vous, celui où vous vous sentirez suffisamment détendu pour aller dans un endroit qui vous connaît déjà, qui vous attend patiemment, un paysage parfait pour accueillir votre changement. Car souvent, il suffit de visualiser comment sera notre vie après ce changement pour que celui-ci arrive déjà. C'est un peu comme une lettre à l'univers, comme un hameçon à guérison. Plus le sentiment de bien-être sera important, moins son arrivée sera éloignée. Alors, en attendant, je me disais que vous pourriez simplement imaginer que vous êtes une feuille d'arbre qui flotte paisiblement à la surface d'un lac, laissant le vent choisir la prochaine destination. Car vous savez que l'univers est déjà en train de répondre à votre imagination. Ce n'est qu'une question d'heure de livraison. Il n'est pas essentiel de ne pas se détendre ou de ne rien faire pour installer de nouveaux repères. Simplement, laissez les ronds de l'eau vous bercer. Peut-être pourriez-vous autoriser vos membres à s'appesantir comme s'ils pouvaient enfin dormir, rassurés par l'eau qui les porte, sans qu'ils aient à vous soutenir. Ainsi, totalement relâchés, ils peuvent aussi profiter du spectacle avec vous, laisser leur sens vagabonder, observer les nuages qui s'entrecroisent, sentir la douceur de leur message. Certains sont flous, d'autres plus imagés, toujours partagés. Comme une histoire qui finirait par un sauvetage au milieu d'une mer agitée ou un nuage en forme de songe prêt à se réaliser. Car oui, les rêves ont une forme, mais celle-ci est illimitée, car ils sont en création constante, en changement permanent, pour mieux coller aux besoins du rêveur exigeant. Tandis que votre conscient continue agréablement de rêvasser, votre inconscient, lui, entend tous les messages cachés derrière les nuages et pourra ainsi décider de changer ce qu'il y a à changer pour votre bonheur. Attrape-rêve. La nuit venait de tomber et Lali devait aller se coucher. Elle retardait toujours ce moment-là. Elle n'aimait pas la nuit et la nuit ne l'aimait pas non plus. Elle passait son temps à tourner en rond dans son lit. Et ce n'était pas une métaphore. Son lit était bien rond et elle tournait au fur et à mesure que les heures passaient. Elle reproduisait inlassablement chaque nuit le mouvement de l'aiguille. Lali n'aimait pas la nuit et la nuit ne l'aimait pas non plus. Pendant qu'elle tournait en rond dans son lit, les images du passé défilaient. Elle ressassait sans arrêt. Elle ressassait sa journée de 22h à 23h. Elle ressassait sa relation avec son mari de 23h à minuit. La méchanceté de ses enfants de minuit à 1h.
l'égoïsme de ses parents, de 1 heure à 2 heures, Lali ressassait son triste sort pendant toute la nuit. Et la nuit n'aimait pas ça. La nuit, elle, voulait des rêves, des oiseaux qui volent, des arbres qui bruissent au vent, des espoirs qui tourbillonnent. Lali n'aimait pas la nuit. Et la nuit ne l'aimait pas non plus. C'était comme si dans sa tête, un petit animal, ni oiseau, ni renard, attrapait ses pensées positives et ses rêves d'une vie heureuse dans un filet à papillons. C'était comme s'ils emprisonnaient tous ses rêves de liberté et de bonheur dans une cage au-dessus de son dos. Lali ne pouvait plus rêver, car tous ses rêves lui avaient été volés. Il est vrai que petite, Lali avait porté toutes les souffrances de sa famille. Elle les avait faites siennes, espérant ainsi soulager celles de ses parents. Mais cela ne les avait pas aidés. Lali n'aimait pas la nuit, et la nuit ne l'aimait pas non plus. Et puis une nuit, alors qu'elle s'était enfin endormie, une petite chouette apparut dans son rêve. Elle s'était posée à côté de l'attrapeur de rêves et elle parla à l'enfant qu'elle avait été en lui disant : « Et si tu décidais à libérer tes envies et tes rêves qui sont dans la cage de l'attrapeur de rêves, si tu lui supprimais son filet à papillons, si tu décidais qu'il n'avait plus sa place au-dessus de ta tête, peut-être pourrais-tu ainsi retrouver ta liberté de rêver ? » Lali ouvrit les yeux et demanda à la nuit : « Est-ce parce que je n'ai plus de rêve que je ressasse ainsi ? » Alors, la nuit lui répondit : « Bien sûr que oui, tu ne fais que broyer du noir, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'envie, tes désirs sont partis. Si tu commençais par faire la liste de tes envies, celle de tes désirs, peut-être retrouverais-tu plaisir à être dans la vie et tu recommencerais sûrement à espérer et à rêver. Rêver plutôt que ressasser. L'idée lui plaisait assez. Lali commença donc par écrire ses rêves et ses envies la journée, et la nuit, il prenait forme pour devenir ensuite une réalité. Lali aimait bien la nuit, et la nuit le lui rendait bien. Ses tristes pensées d'avant devenaient des rêves sucrés de liberté retrouvée. Alors, que diriez-vous, vous aussi, de libérer vos rêves et de retrouver votre liberté ? Vivre ou mourir ? Il y a plusieurs années de cela, eut lieu une histoire assez étrange. Dans un monde parallèle au nôtre, comme si les dimensions avaient des ailes pour parler entre elles. L'histoire est celle d'un scientifique qui s'était barricadé dans son laboratoire suite à l'annonce à la radio d'une invasion extraterrestre. Cet homme avait toujours été prévoyant et alors que le reste du monde paniquait totalement, lui avait méthodiquement stocké depuis des années suffisamment de nourriture et d'eau pour tenir au moins 6 mois dans son laboratoire. Dans cet endroit, les machines surveillaient la moindre de ses constantes vitales, la qualité de son sommeil,
sa tension artérielle, sa glycémie. Il se sentait en parfaite sécurité dans cet espace qui veillait à chaque aspect de sa santé et de sa vie. Tandis qu'à l'extérieur, ses congénères se faisaient dévorer. Il y avait même un écran d'ordinateur qui affichait en temps réel la quantité de nourriture restante. Économiser 3 mois de vivre pour ne pas risquer de mourir, indiquait-il le jour où tout bascula. En effet, le scientifique s'était coupé du monde depuis déjà 3 mois. Ce jour-là, il lui restait encore la moitié de son stock de nourriture pour survivre. Mais une coupure générale stoppa le doux ronronnement de toutes ces machines. Le scientifique se leva en sursaut, totalement paniqué. Plus rien ne fonctionnait. Il trifouilla les fils pendant des heures, s'ingénia à faire toutes sortes de raccordements, mais rien n'y faisait. Ces maudites machines s'obstinaient à rester muettes. Finalement, à force de persévérance et d'ingéniosité, il finit par établir le courant dans son installation. Tout semblait fonctionner, hormis un détail sur l'écran principal qui affichait le stock de nourriture. Celui-ci avait inversé 2 mots. Il écrivait à présent « Économiser 3 mois de mourir pour ne pas risquer de vivre ». Cette phrase eut l'effet d'une bombe dans l'esprit du scientifique. Il se rendit compte qu'il se laissait mourir à petit feu, par peur de vivre. À quoi servait une telle vie, loin de tout? Ne vaut-il pas mieux mourir en ayant vécu intensément que vivre dans l'attente de sa mort? Le scientifique décida ce jour-là de stopper toutes les machines et de sortir de son autre. Il s'aperçut que le monde était toujours là et que cette annonce à la radio n'avait été qu'un gigantesque canular pour divertir la population. Je sais qu'il vit sa vie bien plus intensément que son entourage désormais, car cette histoire lui a servi de leçon. Et vous, que feriez-vous? Préféreriez-vous mourir en ayant vécu intensément ou avoir une vie terne, barricadée derrière vos peurs? Je laisse à votre inconscient le soin de trouver la bonne solution. Le Marie Céleste. Peut-être connaissez-vous l'histoire du Marie Céleste. Il s'agit d'un vaisseau fantôme, aperçu par quelques marins au fil de leur expédition. L'histoire du Marie Céleste est assez peu connue. En effet, ce navire semble naviguer toute voile dehors, sans la moindre trace d'un équipage à bord, comme s'il était mu par une volonté propre. Son histoire peut sembler tragique, pourtant, dans l'océan, tout est question de perspective. Une grande vague à descendre, pour un marin, sera un immense pic à gravir pour un poisson. Quand l'un semble descendre vers le haut de sa montagne, l'autre monte vers le bas de sa falaise, et inversement. Toujours est-il que ce voilier servait à l'époque à transporter des tonneaux de rames arrangées des côtes américaines au vieux monde britannique. Cela faisait 11 ans que le Marie Céleste effectuait ce même trajet avec un capitaine
assisté de 12 matelots à son bord. Même si ces derniers malmenaient parfois ses 3 grands mâts et écorchaient souvent son bois, cela le rassurait de savoir qu'il y avait un homme à la barre qui le guidait, qui dirigeait son gouvernail à travers vents et marées, qui lui indiquait où il devait aller. Alors, bien sûr, le Marie Céleste aurait aimé visiter d'autres contrées, d'autres climats, d'autres paysages. Mais cela faisait bien longtemps qu'il avait choisi sa sécurité au détriment de ses envies de voyage. Cela datait de ses premiers jours, juste après sa conception. Le Marie Céleste reposait à quai, non loin de l'atelier qu'il avait vu naître, lorsqu'une tempête éclata et décrocha son ancre du fond. Le navire se mit alors à dériver sur plusieurs centaines de mètres et aurait heurté de plein fouet un énorme rocher si des marins chevronnés n'avaient pas réussi à l'aborder pour le redresser. Il avait eu la peur de sa vie. Depuis ce jour, cela le réconfortait de savoir qu'il y avait toujours un capitaine à la barre pour lui dire où aller. Jusqu'au jour où, en pleine mer des Bermudes, un ouragan éclata. Le vent s'engouffrait dans les grandes voiles en hurlant et les matelots tentaient, comme ils pouvaient, de s'accrocher au navire chancelant. C'est alors que le bateau se retourna et tout l'équipage fut jeté à l'eau. Le mouvement des vagues fit en sorte que le Marie Céleste se remit à flot. Ce dernier était paniqué. Il n'y avait plus personne pour lui dire ce qu'il devait faire et dans quelle direction il devait aller. C'était l'inconnu. Il ne reverrait plus jamais les hommes qui jadis arpentaient son pont. Il était livré à lui-même au milieu de ces géants d'eau qui le malmenaient. Mais plus le temps passait, plus il s'apercevait qu'il savait comment prendre ces énormes vagues pour ne pas être submergé. À quel moment il fallait dégonfler ses voiles pour ne pas être emporté. Ces 11 années passées avec cet équipage avaient fait de lui un navire beaucoup plus sage. Il connaissait les dangers de la mer, il avait appris comment s'en extraire. Malgré les éclairs qui zébraient le ciel, il décida de ne pas se laisser faire. Il arriva, au bout de plusieurs heures, à s'échapper de cette tempête et comprit alors qu'il savait naviguer par lui-même. Il avait appris de ses expériences passées et était devenu plus fort et plus libre qu'il ne l'avait jamais été. Il décida alors de partir explorer les mers, de se fier à son cœur et à son flair. Je ne dis pas que tout ce qu'il vécut fut de tout repos, mais il avait décidé de voir chaque échec comme une richesse, chaque erreur comme l'occasion d'apprendre. Peu de navires ont osé suivre le même chemin que lui, ont osé être aussi libre qu'un colibri, car lui seul avait compris qu'il ne dépendait de personne pour être en vie. Je crois savoir que, depuis ce jour, il sillonne les mers afin d'aider les naufragés. Encore faut-il oser le demander, car le Marie Céleste n'apparaît qu'à ceux qui pensent mériter d'être aimés. Bien sûr, nous le méritons tous, mais ce qui est important n'est pas ce que je pense, mais ce que vous croyez
Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la manière dont il borde ses voiles, j'ai bien l'impression que le Marie Céleste vous apprécie déjà. Amour croisé. Elle était belle, cachée sous son masque. Elle se sentait en sécurité, comme protégée. Elle regardait sans voir, elle entendait sans entendre. Trop, c'en était trop pour elle. Il était beau, caché sous son masque. Il se sentait en sécurité, comme protégé. Il entendait sans entendre. Il regardait sans voir. Trop, c'en était trop pour lui. Elle en avait eu des hommes dans sa vie, mais ils l'avaient tous maltraitée. Les mots trompés, humiliés ou mal aimés auraient pu résumer sa vie amoureuse. Trop, c'en était trop pour elle. Il en avait eu des femmes dans sa vie, mais aucune d'elles n'avait réussi à réchauffer son cœur. Les mots jalousie, ennui, dispute auraient pu résumer sa vie amoureuse. Trop, c'en était trop pour lui. Il faut dire que, petite, sa vie n'avait pas été facile. Un père qui n'était plus là, un beau-père qui était trop présent. Trop, c'en était trop pour elle. Il faut dire que sa vie n'avait pas été facile. Des parents qui ne s'occupaient pas de lui, qui ne lui avaient pas donné l'amour qu'il aurait mérité. Trop, c'en était trop pour lui. Tous les deux continuèrent à vivre, à poursuivre leur chemin et à se réparer par divers moyens. Et puis un jour, au détour d'un chemin, elle vit au loin un homme qui promenait son chien. Il la croisa et lui fit un sourire à en décrocher la lune. Cet homme respirait le bonheur. Il avait réussi, seulement avec un sourire, à lui permettre de se sentir extraordinairement bien. Et puis, un jour, au détour d'une forêt, il vit au loin une femme qui enlaçait un arbre. En se rapprochant, il vit cette dernière lui sourire en rougissant. Cette femme respirait le bonheur. Elle avait réussi, seulement avec un sourire, à lui permettre de se sentir extraordinairement bien. C'est comme si, en un instant, elle avait compris qu'elle avait le droit au bonheur, qu'elle avait le droit de tomber amoureuse d'un homme ayant envie de vivre heureux, qu'elle pouvait arrêter d'être une infirmière, une psychologue, et qu'elle pouvait partager une vie de bonheur avec un homme serein, joyeux et heureux. C'est comme si les conseils qu'elle avait souvent prodigués pouvaient enfin être interceptés par son oreille ouverte, comme si elle acceptait enfin de lâcher prise, d'arrêter de se débattre, d'arrêter de chercher des réponses dans le passé et de se laisser porter par le courant de la vie. C'est comme si, en un instant, il avait compris qu'il avait le droit au bonheur, qu'il avait le droit de tomber amoureux d'une femme ayant envie de vivre heureuse, qu'il pouvait arrêter d'être un infirmier, un psychologue,
et qu'il pouvait partager une vie de bonheur avec une femme sereine, joyeuse et heureuse. C'est comme si les conseils qu'il avait souvent prodigués pouvaient enfin être interceptés par son oreille ouverte, comme s'il acceptait enfin de lâcher prise, d'arrêter de se débattre, d'arrêter de chercher des réponses dans le passé et de laisser porter par le courant de la vie. La morale de cette histoire est toute simple. Et si, pour une fois, nous partagions un bout de route avec une personne qui respire le bonheur, au lieu de chercher chez l'autre une personne à sauver? Et si, un jour comme aujourd'hui, en écoutant une histoire comme celle-ci, vous vous imaginez trouver l'amour, et si vous vous prépariez enfin à l'accueillir comme on accueille un ami, dans la joie, et si vous étiez prêt à vous abandonner dans ses bras, et si vous étiez prêt à faire confiance à l'univers et à votre intuition qui sauront vous guider vers une personne qui vous fera du bien. Et si vous ouvriez les yeux et votre cœur à la douceur de l'amour, à la magie des caresses et à l'ivresse de la tendresse. Lily. Nathalie était mère d'une jolie petite fille nommée Lily. C'était une petite fille toujours dévouée à ses camarades, toujours prête à leur rendre service, quelle que soit leur demande. Mais la principale personne que Lily aurait voulu aider, c'était sa mère. Elle aurait voulu essuyer ses yeux tristes et son air de misère. Elle l'aidait à mettre la table, ranger sa chambre comme une militaire, essayer d'être une petite fille aimable, même si elle ne savait pas toujours comment faire. Elle aurait bien aimé que sa maman arrête de courir partout et vienne jouer à la dinette avec elle, mais cette dernière lui disait toujours qu'elle n'avait jamais le temps, que la maison n'allait pas se tenir toute seule. Elle entendait souvent sa maman raconter qu'elle aurait voulu être chanteuse, mais que, vous comprenez, avec une enfant à gérer, elle avait dû mettre ses rêves en veilleuse. La petite fille se sentait responsable de l'échec de sa mère et essayait de tout faire pour l'aider à accomplir son rêve du passé. Mais Nathalie n'avait de cesse de lui dire que, depuis son accouchement, elle était désormais limitée. Lily se réfugiait alors dans ses livres. Là, au moins, chaque rêve pouvait vivre. Son imagination s'amplifia de jour en jour, à tel point qu'elle se mit à écrire ses propres histoires. Elle était douée, personne ne pouvait le nier. Un jour, c'était sûr, elle deviendrait romancière à succès. Au fil des années, la petite fille grandit pour devenir mère à son tour. Il était bien loin le temps des beaux discours. Elle avait rangé ses scripts au placard et truqué son beau sourire contre des idées noires. Elle jonglait entre deux emplois pour assurer le confort de sa famille, mais s'éloignait chaque jour de plus en plus de sa propre fille. Un soir,
Celle-ci lui demanda: Dis maman, est-ce que tu pourrais me raconter une de tes histoires? Ce soir, il y a de l'orage et j'ai peur de faire des cauchemars. Lily sentit une colère monter en elle. Mais voyons, tu ne vois pas que je n'ai pas le temps, que j'ai plein de choses à faire? J'aimerais bien pouvoir souffler moi aussi l'espace d'un moment. Demande à ton père si seulement j'avais le choix. Je te les lirai volontiers, mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis limitée. Et c'est en entendant ses propres mots que Lily comprit une chose bien plus essentielle qu'il n'y paraît. Sa propre maman, Nathalie, n'était pas limitée en un seul mot, mais limitée. Lily avait simplement imité sa maman. Elle reproduisait exactement le même comportement avec sa propre enfant. Elle avait cru que si sa maman avait dû faire une croix sur sa vie de chanteuse, elle devait en faire de même et enterrer son rêve d'être conteuse. Elle avait cru que lorsqu'on devient parent, on doit tout suivre le même modèle. Mais ce jour était un jour de grand changement, car il était grand temps de changer de logiciel. Elle était différente de sa mère. Elle avait le choix de faire les choses autrement. Il est hors de question que je sois la fossoyeuse des rêves de ma fille. Je veux qu'elle les accomplisse. Je veux que ses yeux brillent. C'est à moi de lui montrer l'exemple, de lui montrer la voie. Il est temps de ressortir mes comptes et de penser à moi. Aujourd'hui, ma fille a besoin de moi et de mes histoires. Je ne serai pas l'unité de ma fille. Je serai son phare. Les mauvais rêves n'auront qu'à bien se tenir, car ce soir, Lily, la limitée, redevient l'illimité. Pardonner pour pouvoir aimer. En parlant d'histoire enchantée, je voudrais vous raconter celle de Théo. Théo était un adolescent terne et renfrogné. D'année en année, Théo se battait pour des billes ou des regards volés. Quoi qu'il se passe, tout était prétexte à la bagarre. Quand il est rentré au lycée, tout le monde pensait qu'il allait s'assagir. Mais le feu de cette colère à l'intérieur de lui n'était pas près de s'éteindre. Plus il s'embrasait et plus les coups partaient. Il faut dire que Théo, les coups, il les connaissait. Il en avait tant reçu par son père, les petites tapes du matin, les mots violents du midi et les coups de ceinture du soir. Chaque jour, il était nourri de coups. Et puis, un jour, dans la rue, il vit au loin une jeune fille resplendissante. Elle était si belle, si rayonnante, son sourire et sa joie illuminaient la rue. Et plus il se rapprochait d'elle, plus il avait l'impression de connaître cette fille. Mais ça ne pouvait pas être elle. Ça ne pouvait pas être sa sœur. Sa sœur était triste et terne comme lui. Pourtant, si, c'était bien elle. Il ouvrit son regard et aperçut un jeune homme à ses côtés qui, à ce moment-là, lui caressait la joue. Et là, il comprit.
C'était donc ça l'amour. Il avait, depuis tout petit, assimilé l'amour au cou, mais maintenant, il comprenait qu'il pouvait associer l'amour à la tendresse. Il comprit que si lui aussi voulait être heureux, il devait pardonner à son père plutôt qu'être en colère. Lui pardonner n'était pas l'excuser. Lui pardonner était l'une des solutions pour éteindre l'incendie qui ravageait son cœur. Il devait aussi lui pardonner pour pouvoir être différent de son père et se débarrasser de sa colère. Lui pardonner pour pouvoir aimer et reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être serait-il temps pour vous aussi de pardonner pour pouvoir à nouveau aimer. La fille aux étoiles filantes. Cette histoire se déroule dans un village au bord de la plage. Chaque nuit, à la même heure, la petite Noémie échappait à la vigilance de son père pour aller s'allonger au bord de la mer. Elle allait à chaque fois sur la même plage et à la même heure. Elle s'y installait telle une cliente fidèle afin d'observer les étoiles. Au fil du temps, c'était devenu son petit rituel, surtout depuis que son papa lui avait dit que sa maman était montée au ciel. Elle était trop petite pour s'en souvenir. Elle n'avait qu'1 an quand sa maman avait dû partir. Quand elle voyait ses copines, elle était un peu jalouse d'elle. Moi aussi, je veux une maman qui m'aime. Alors, chaque soir, elle scrutait le ciel en récitant sa plus belle prière pour avoir une mère. Mais le silence semblait être la seule réponse de l'univers. Elle repartait donc chaque soir avec un goût amer. Mais elle ignorait encore que les étoiles étaient de grandes messagères. Un soir, alors que la petite Noémie était à son rendez-vous nocturne, sur la même plage et à la même heure que d'habitude, elle récitait une nouvelle fois sa prière, une voix chevrotante, et à sa grande surprise, l'univers y répondit par une pluie d'étoiles filantes. C'était un spectacle magnifique. Chaque étoile semblait finir sa course, juste derrière une falaise qui délimitait sa plage. Mais que voulaient dire toutes ces étoiles? Quels étaient donc leurs messages? Noémie réfléchit un certain temps. Elle avait tellement peur de quitter sa plage. Derrière la plage, c'était l'inconnu, surtout pour une fille de son âge. Mais la curiosité fut plus forte et Noémie contourna la falaise pour déboucher sur une autre plage. Là, au beau milieu se tenait une femme seule qui regardait le spectacle que lui offrait le ciel. Noémie s'approcha d'elle et lui demanda : « Que fais-tu ici toute seule ? » ?»« Je prie pour ma petite fille qui est montée au ciel il y a moins d'1 an. Je viens ici tous les soirs prier pour mon enfant, dit la jeune femme en lui souriant. Moi aussi je prie tous les soirs pour avoir un message de ma maman, répondit Noémie. Peut-être pourrions-nous prier ensemble si tu es d'accord, proposa la jeune femme. Je suis sûre qu'en priant à 2, le message sera encore plus fort. Noémie acquiesça.
Et c'est ainsi que chaque soir, la jeune femme et la petite fille se mirent à prier ensemble. Un lien particulier commença à se nouer entre elles. La jeune femme rencontra le père de Noémie quelque temps plus tard, et ce fut le coup de foudre dès le premier regard. C'est ainsi que Noémie comprit que sa maman lui avait répondu depuis le fin fond du ciel et qu'elle l'aimait tellement que même depuis là-bas, elle lui avait envoyé une nouvelle présence maternelle. Cette femme l'attendait depuis les débuts sur la plage voisine. Mais que se serait-il passé si Noémie n'avait pas changé de routine? Aurait-elle réussi à surmonter sa solitude si elle n'avait pas changé d'habitude? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que vous aussi, vous pouvez décider de changer, de faire le premier pas vers la plage du changement. Pardonner l'impardonnable. Comment oublier ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on n'imagine même pas avoir vécu? Comment guérir d'une blessure inconnue, mais qui revient sans cesse vous hanter comme un boomerang? Comment accepter l'inacceptable, l'intolérable, qui a existé à une période lointaine? Comment pardonner à ceux qui ont franchi la barrière de l'impardonnable? Comment imaginer que l'on puisse cautionner de telles atrocités? Comment libérer les larmes retenues depuis si longtemps et les laisser disparaître dans le néant? Comment faire tout cela sans savoir? Tout simplement en acceptant l'improbable, en comprenant que nous ne savons rien. Accepter cette tristesse qui n'a pas de raison, alors qu'elle en a une infinité. Accepter qu'elle ne soit pas le fruit de notre imagination, mais qu'au contraire, elle soit réelle, tout en étant irréelle. Comprendre que le mal que l'on nous a fait était pire que toutes les horreurs que l'on puisse imaginer. Comprendre que la trahison laisse des traces indélébiles, même plusieurs années après. Mais surtout, comprendre que l'on peut changer tout cela. Comprendre que l'on peut à nouveau faire confiance à l'humanité. Comprendre que l'on a été innocent, que ce n'était pas ce que l'on a dit ou fait qui est à l'origine de cet enfer. Comprendre que maintenant, grâce à cela, on est différent, que l'on est bien plus fort, bien plus courageux. Comprendre que c'est notre humanité qui va nous sauver, sauver le monde. Savoir que cette tristesse peut disparaître si l'on arrive à pardonner l'impardonnable. Savoir que la colère peut laisser place à la joie
si l'on accepte la paix. Savoir que l'on peut cesser d'avoir peur d'être trahi ou abandonné si l'on comprend que l'on a toujours été innocent. Une prison sans barreaux. Lilian a toujours été un enfant merveilleux, un rayon de soleil pour ses parents. Il riait, jouait, allait vers les autres, avait beaucoup d'amis et était très sportif. Il n'avait jamais besoin d'aide pour faire ses devoirs. Il les faisait gentiment en rentrant de l'école, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. À l'école, ses professeurs étaient ravis de lui. Et puis un jour, un grain de sable vint freiner l'engrenage. Il devint morose, en colère et triste. Ses parents, séparés, ne trouvaient aucun remède à ses maux. C'est son corps qui en premier s'est rebellé. Ses genoux se sont d'abord bloqués, son oesophage s'est ensuite refermé au passage de la nourriture. Sa respiration s'est faite plus difficile. Malgré des rendez-vous chez des thérapeutes, des spécialistes, des guérisseurs, rien ne s'améliorait. Petit, tout allait bien. Enfin, c'est ce que ses parents croyaient. Mais en y regardant de plus près et avec le recul, ses parents virent de la tristesse. Lilian pensait être mal aimé, car on s'occupait peu de lui. Son frère demandait beaucoup d'attention à cause de ses difficultés à l'école. Lilian pensait qu'il ne méritait pas sa place, qu'il n'était pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez patient, pas assez travailleur, pas assez attentif. En fait, il pensait qu'il était monsieur pas assez. Il s'était construit une armure qui interdisait aux compliments d'entrer en lui. Ces derniers rebondissaient sur son corps et il les balayait d'un revers de la main. Il rejetait la maladie, se considérait comme une victime. Il pensait avoir toutes les tares de la famille, les allergies de maman, les problèmes de genoux de papa, alors que son frère, lui, n'avait pas tout ça. Ce qu'il avait oublié, c'est que c'était lui qui s'était enfermé seul dans cette prison de victime. Il était victime de sa propre exigence. Il était victime de sa propre maltraitance. Et puis un jour, au cours d'un voyage avec sa maman et le nouveau compagnon de celle-ci, Lilian, pour économiser les sous de sa maman, qui ne gagnait pas beaucoup d'argent, refusa de manger en disant qu'il pouvait très bien attendre le repas du soir. Mais le soir venu, le compagnon de sa mère lui dit « Lilian, ta maman est assez grande pour se protéger. C'est elle l'adulte. Elle a suffisamment de ressources en elle pour savoir quoi faire. Elle reste un enfant et vit pleinement le moment présent. » À partir de ce jour, Lilian changea sa manière de penser. Il arrêta de se considérer comme une victime qui n'avait jamais de chance. Il arrêta de se sacrifier
pour sa mère, il décida de reprendre sa vie en main, car il avait compris que c'était lui qui avait choisi ce rôle de victime, que c'était lui qui s'imposait cette maltraitance et ces sacrifices. Certaines fois, les mots d'une personne peuvent changer le cours d'une vie. Et si, vous aussi, vous arrêtiez de vous considérer comme une victime, si vous arrêtiez de vous maltraiter, de vous sacrifier, que diriez-vous de vivre le moment présent et d'être pleinement heureux, d'être qui vous êtes vraiment, afin de vivre en harmonie avec vos désirs et vos envies. À la découverte des Amériques. J'aimerais vous parler d'un jeune navigateur espagnol nommé Manuel, dans les années 1600, dont le rêve était d'explorer le continent américain afin de commercer avec le Nouveau Monde, de rencontrer de nouvelles cultures et des paysages exotiques. Son père, avant de mourir, lui avait transmis ses propres cartes de navigateur pour traverser les mers. Seulement, tout ne se passa pas comme prévu. En effet, l'enthousiasme des débuts fit rapidement place à la déception et au découragement. Manuel avait beau étudier ses cartes en détail, jouer du sextant et du compas comme un champion d'escrime, rien n'y faisait. Le bateau accostait toujours à plusieurs centaines de kilomètres de sa véritable destination, dans des colonies hostiles, appartenant déjà à d'autres nations. Manuel ne comprenait pas. Il faisait pourtant tout ce qu'il pouvait, mais le sort semblait s'acharner contre lui. Il avait choisi la mer pour accomplir son destin, pour mieux contredire son père, qui pensait de lui qu'il n'était qu'un bon à rien. Peut-être son père avait-il raison, après tout, d'autant que l'équipage de Manuel commençait lui aussi à douter des capacités de ce dernier. Emmanuel les comprenait. Après toutes ces déceptions, il serait le premier à s'attacher un boulet à la cheville pour couler par le fond, un bon à rien de plus à la mer. Il ne manquerait à personne sur cette terre. Mais au cours de l'une de ces escales, encore éloigné de plusieurs kilomètres de sa vraie destination, il croisa un autre capitaine à qui il put confier ses peines. L'homme, expérimenté, bien loin de se moquer de lui, chercha à comprendre ce qu'il se passait. C'est alors qu'il examina les cartes du jeune homme. Pas étonnant que tu te trompes aussi souvent. Ces cartes sont obsolètes depuis bien longtemps. Ces erreurs de destination sont totalement indépendantes de tes compétences. On t'a trompé depuis le départ, mon garçon. N'importe quel navigateur aurait perdu courage devant la même situation. Mais toi, tu as tenu bon. Tiens, prends ces nouvelles cartes et atteins tes rêves, mon garçon. À partir de ce jour, Manuel trouva à chaque fois le chemin du succès et ouvrit plusieurs routes commerciales qui portent encore aujourd'hui son nom. Alors peut-être, à vous aussi, vous a-t-on donné des cartes obsolètes, faites de reproches, de critiques blessantes et de moqueries.
que diriez-vous de les rendre à leur propriétaire? En fait, tous ces critiques en disent bien plus long sur leur colère. Croyez-vous que les personnes heureuses et épanouies se moquent de leurs congénères? Moi, je pense que la construction de leur bonheur occupe toutes leurs pensées et qu'elles ont mieux à faire. Alors, je sais que votre inconscient est déjà en train de guérir l'enfant blessé en vous, de lui appliquer une pommade faite d'amour et de tendresse, de réparer les bouts de vous qui étaient blessés ou en détresse, afin que vous aussi, vous naviguiez sur un océan de joie et d'abondance. Le chamelier. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un jeune chamelier touareg de 11 ans nommé Abdel, qui traversait le désert avec sa tribu depuis qu'il était tout bébé, arpentant les dunes dorées du grand désert de Ténéré. Son père l'avait chargé de veiller sur la cargaison que supportait son propre chameau, qui se dandinait dans ce paysage propice à l'imagination. Tout se déroulait normalement lors de cette traversée, jusqu'à ce que les chameaux se mettent à s'affoler. En effet, une gigantesque tempête de sable s'abattit sur eux, surprenant tout le convoi. La tempête était tellement dense qu'Abdel voyait seulement à 2 mètres devant lui. De plus, les cris des autres membres de sa tribu semblaient s'éloigner de plus en plus de lui. Abdel s'écartait indubitablement du reste du convoi, jusqu'à ce que seul le grondement du vent réponde à sa voix. Il était seul désormais pour affronter ce géant de sable qui semblait vouloir l'engloutir. Il agenouilla son chameau et décida de se protéger derrière ses flancs pour éviter d'être enseveli. Il n'avait pas d'autre choix que d'attendre que la colère du désert s'apaise. Lorsque la tempête se dissipa, Abdel se releva sous une montagne de sable. Autour de lui, aucune trace du reste de sa tribu. Il était perdu, seul, au milieu du désert, du sable à perte de vue. Chaque dune ressemblant à sa voisine. C'était la panique. Abdel avait toujours été lié à sa famille pour survivre dans ce paysage hostile. Il finirait sûrement comme ces carcasses d'animaux qu'il croisait parfois sur le chemin, assoiffé, en proie au charognard, un squelette d'enfant mangé par les vents. Il se mit à pleurer, complètement désespéré. Les appels à l'aide qu'il lançait à son papa et à sa maman ne rencontraient que l'écho du désert. Il resta un certain temps recroquevillé derrière son chameau, apeuré, désemparé. Puis, il se rappela les paroles de son père, qui lui avait toujours dit qu'il était quelqu'un de malin, d'intelligent, que l'instinct des Touaregs coulait aussi dans ses veines. Il avait un choix à faire. Rester là à attendre une aide qui ne viendrait jamais, ou faire confiance
à ses sens et tenter de survivre par lui-même. Alors, il se rappela que dans ce désert, le vent dominant venait invariablement de l'est et formait de petites vaguelettes sur les dunes. Il lui suffisait de prendre la direction perpendiculaire à ces vagues pour aller vers le nord, où devait justement se rendre le reste de sa tribu. Il décida alors de prendre son courage à deux mains et de tenter sa chance. La nuit tombait. C'était la lune et les étoiles qui le guidaient. L'étoile polaire lui montrait son chemin. Son père lui en avait parlé. Puis, au bout de 2 jours, le paysage commença à changer. Le sable faisant place à une terre desséchée. Abdel reprenait espoir à chaque pas. Il reconnaissait ce paysage-là. Il était sur la bonne voie. Abdel devenait un petit homme autonome au fur et à mesure qu'il avançait. Lors de la 3e nuit, le pauvre petit était épuisé. De plus, les nuages recouvraient totalement le ciel, le rendant aveugle. Alors, il s'allongea contre son chameau pour faire une pause. Et là, se produisit quelque chose d'étrange. Les chants de sa tribu lui parvenaient aux oreilles, sur sa gauche. Pourtant, aucune lueur à l'horizon, aucun feu, mais ce chant se faisait de plus en plus insistant au fur et à mesure qu'Abdel lui portait attention. Il décida alors de suivre cette direction et au bout de plusieurs kilomètres, il finit par retrouver les bras de son père. « Merci papa, c'est grâce à vos chants si je vous ai retrouvé. » « Mais voyons mon fils, à aucun moment nous n'avons chanté ce soir. Je crois plutôt que tu as entendu le chant de l'espoir. C'est cela l'instinct des Touaregs. Il coule dans tes veines depuis le début et parce que tu lui as fait confiance, tu as survécu. Te voilà maintenant un homme, mon fils. Reprends ta place dans la tribu. Abdel comprit que les êtres humains avaient tous le même instinct. Notre esprit déploie des ressources inimaginables pour nous permettre de survivre. Peut-être que ces ressources étaient simplement endormies en vous, n'attendant qu'un jour, comme aujourd'hui, pour s'épanouir. Réveillez votre instinct. Douce caresse. L'eau s'étendait à perte de vue, plate, lisse, calme. Une mer d'huile. Une douceur qui contrastait avec le déchaînement intérieur du cœur de Louis. Louis était un jeune homme beau, séduisant, au cœur tendre. Les femmes étaient toutes charmées par lui, mais aucune n'arrivait à rentrer dans son cœur. Louis était seul. Il voulait se reconnaître lui-même, mais ne pouvait se voir.
Il cherchait à l'extérieur de lui des réponses qui étaient à l'intérieur et qu'il ne trouvait pas. Peut-être qu'il aurait juste fallu qu'il se laisse toucher, qu'il se laisse embrasser, retrouver les sensations qu'offre un corps quand il est relâché et qu'il s'abandonne à la volupté des caresses. Mais c'était trop demandé à lui et il trouvait trop risqué de se laisser aller. Il cherchait des réponses et refusait les contacts. Il pensait être prêt à aimer, mais il préférait se donner du temps pour se retrouver. Et plus il se donnait du temps, plus son corps bouillonnait et plus le pieu dans son cœur s'enfonçait. La douleur le réveillait à la nuit, ne pouvait pas être oubliée. Il rêvait qu'on la lui enlevait. Mais chaque matin, la douleur était plus forte. Il est vrai que, petit, personne n'avait été tendre avec lui. Son petit frère, malade, prenait toute l'attention de ses parents. Et lui n'osait pas demander de tendresse. Il avait grandi en silence, sans rien demander à personne, invisible aux yeux de ses parents. Plus il grandissait, plus la colère entrait dans ses veines, et avec elle, la culpabilité d'être jaloux. La colère pour mère et la culpabilité comme père, à moins que ce ne soit l'inverse. Quoi qu'il en soit, la joie était absente de ce jeune garçon. Pourtant, il cachait bien son jeu. Avec les gens, il était exemplaire, souriant et aimable. Il se croyait invisible, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne l'était pas du tout. Toutes les filles avaient été amoureuses de lui. Toutes les filles rêvaient du beau Louis. Elles l'auraient bien embrassé, enlacé, toutes, sans exception. Mais Louis ne les voyait pas. Il ne voyait pas leur sourire. Il ne voyait pas leur regard plein d'envie. C'était comme s'il avait tout fermé, tout cadenassé, tout verrouillé. Et puis un jour, où la mer était calme, douce et tranquille, il rencontra Sarah, qu'il croisait très souvent. Sarah l'avait vu depuis longtemps. Elle l'observait souvent. Elle aurait tellement voulu l'embrasser. Elle y rêvait souvent la nuit et rougissait le jour, à chaque regard qu'il lui lançait. Mais Louis la regardait sans la voir. Il ne voyait aucun signe. Il ne voyait pas la lumière dans ses yeux. Ce jour-là, Sarah le vit arriver de loin. Son cœur battait tellement fort. Elle vit aussi les grandes planches posées à la verticale et elle sentit que quelque chose allait se passer. Elle vit les planches glisser et faucher les jambes de Louis. La première tapa dans son mollet et cassa sa jambe sur le cou. Sarah courut vers lui. Elle dégagea la planche, appela les secours, puis
s'assit à côté de lui. Elle regarda Louis dans les yeux et posa sa main sur son cœur. Elle ne dit rien. Elle posa juste sa main et caressa son cœur tendrement. Comme l'esprit de Louis était occupé par la douleur, elle put parler à l'homme emprisonné en lui. Elle lui parla sans mots, juste avec la douceur d'une main qui parcourt le corps d'un homme blessé. C'était comme si Louis ne pouvait plus verrouiller son corps à cause de la douleur. Toutes les sensations restaient en lui. La douceur, la chaleur, le contact d'une peau sur l'autre. Tout s'ouvrait, son corps lâchait enfin prise et des larmes inondèrent ses joues. Sarah pensait que c'était à cause de la douleur, mais c'était des larmes de bonheur. Lui, qui les avait retenues si longtemps, les laissait couler à présent. Depuis ce jour, il commença à apprendre à lâcher prise, à ressentir, à se laisser faire, à se laisser aimer sans réfléchir et sans pression. Une rencontre d'un corps avec un autre avait permis de guérir les douleurs d'un corps et d'un cœur et d'apaiser son âme en profondeur. Vous aussi, vous pourriez lâcher prise, vous laisser aimer, laisser votre corps guérir de ses blessures du passé et oser goûter à la volupté. Les robots. Voici une histoire qui se passe dans le futur. Un futur pas si lointain que l'on ne le pense, mais plus proche de la vérité qu'il n'y paraît. Dans ce futur, les hommes côtoyaient les robots. Ils en fabriquaient à la chaîne pour toutes sortes de tâches, aussi bien pour soigner des gens que pour tailler des arbres à la hache. Chaque robot appartenait à une catégorie, chacune d'entre elles étant différenciée par une couleur. Lorsqu'ils venaient d'être peints, tout leur corps était recouvert de cette couleur, même leurs yeux. Ils étaient capables d'interagir entre eux comme des humains. Ensuite, chaque robot était stocké dans un hangar avec les autres robots de sa couleur en attendant que l'on assemble toutes ces pièces. Un jour, l'un des concepteurs, comme les robots les appelaient, entreposa par accident un robot bleu avec des robots appartenant à la catégorie jaune. Ceux-ci d'ailleurs étaient réputés pour être particulièrement hostiles aux robots de la catégorie verte. Lorsque le robot bleu entra dans le hangar, tout le monde le dévisagea et commença à se moquer de lui en disant « Vous, regardez le sale robot vert, comme la morgue des humains. Sors d'ici, tu n'as rien à faire là. » « Mais pas du tout, » répondit le robot bleu.
Je suis bleu, voyons. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui êtes tout vert. C'est toi qui mens. Tu es vert. Tout le monde dit que tu es vert. Vous voyez, les verts sont tous pareils. Ils ne savent que mentir. Le pauvre petit robot ne comprenait plus rien. Il lui semblait bien qu'il était bleu. Mais si tout le monde disait le contraire, ça devait être lui qui devait avoir un problème. Son concepteur l'avait forcément assemblé de travers. Chaque jour était devenu un calvaire pour lui. On se moquait de son aspect. Personne ne voulait jouer avec lui, à tel point qu'il en était même venu à se détester. Jusqu'au jour où un concepteur arriva dans le hangar. « Bonjour mes enfants, aujourd'hui est un grand jour, car c'est aujourd'hui que vous allez recevoir vos nouveaux yeux. » C'est alors que, à sa grande surprise, le robot qui n'était pas jaune s'approcha de lui et lui demanda tout bas: « Dis, concepteur, pourquoi m'as-tu fait tout vert alors que je vois tout en bleu? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourrais-tu, s'il te plaît, réparer ce qui ne va pas ?» Le concepteur s'agenouilla devant le petit robot bleu et lui dit: « Je vais te montrer quelque chose. Lève la tête vers moi. » Il lui installa alors ses nouveaux yeux. « Regarde à présent. Avant, tu ne pouvais voir le monde qu'à travers tes yeux bleus. Et lorsqu'on mélange du bleu et du jaune, on obtient du vert. C'est pour cela que les autres te voyaient vert et que toi aussi, tu les voyais verts. Tu es tout à fait normal. Tout dépend de ton regard. » Ce jour-là, le robot comprit une grande leçon. Il comprit que les gens ne nous voient pas toujours tels que nous sommes. Certains nous regardent avec des yeux de colère, de peur, de tristesse, ou à travers les croyances qu'on leur a inculquées. D'autres nous regardent avec des yeux d'amour, de bienveillance et d'indulgence. Il comprit que lorsque les autres se moquaient de lui, ils ne se moquaient que de l'image qu'ils avaient de lui et non de qui il était vraiment. C'était leurs yeux le problème et pas lui. Le violon. J'aimerais à présent vous parler d'un violon qui n'était pas un Stradivarius ni un premier prix, qui fut offert à un enfant de famille aisée par la belle-sœur de l'oncle de sa mère, à moins que ça ne soit par la nièce du beau-père de son frère. Peu importe. Cet enfant avait, suite à un concert de musique classique, voulu apprendre à jouer de cet instrument si magique. Or, dès les premières notes, le son qui en sortit ne fut pas du tout agréable. Comment 4 petites cordes peuvent-elles faire un son si effroyable, disait-il tout haut. Il commença néanmoins les cours et revenait systématiquement en se plaignant auprès de ses parents que le violon avait encore cassé une corde ou que son manche était très inconfortable.
sans parler du son qui en sortait, qui était très désagréable. Le violon avait fini par croire qu'il était nul, que son créateur avait dû faire une erreur en le construisant. Comment a-t-il pu laisser une telle monstruosité sortir de son magasin, se demandait-il. Après chaque coup, le violon revenait plein d'éraflures ou de petites entailles sur son bois. L'enfant n'en revenait pas. « Mais on dirait que tu fais exprès de te cogner partout », lui criait-il en le jetant négligemment sur son nid. Un jour, le violon, qui était posé dans le couloir de l'entrée, entendit même l'enfant dire à ses parents : « Ce violon est nul. Il n'y a rien de bon à en tirer. Autant m'en débarrasser. Il semble aussi peu fait pour la musique classique qu'un cheval faisant du saut à l'élastique. J'en veux un autre. Celui-là, vous pouvez le revendre. » Le pauvre violon était si dévasté. Il s'en voulait tellement de ne pas savoir jouer. Et les parents de l'enfant firent exactement ce que l'enfant avait décidé. Malgré son état délabré, ils réussirent à le revendre à un enfant du Burkina Faso pour une poignée d'euros. Après un long voyage en avion, il arriva chez son nouveau propriétaire. Celui-ci avait toujours rêvé d'avoir un violon. Quand il avait vu le prix de celui-ci, il avait donc sauté sur l'occasion. Il répara chaque entaille avec amour, remit du vernis sur son bois, épousseta le manche avec tendresse et lui parlait comme un ami. Et lorsqu'il se mit à jouer, le violon lui-même n'en revint pas. Une musique d'une telle beauté, il faut dire que l'enfant avait eu le temps de s'entraîner avec les instruments de son quartier. Et il semblait effleurer le manche avec doigté, comme une caresse, bien loin de l'autre enfant qui imitait tant de maladresse. Il dansait au rythme des notes, emmenant son nouveau compagnon à cordes, en extase, comme une partenaire de danse de jazz. Chaque soir, il déposait un baiser sur son violon en le plaçant sur son trépied. Et un soir, il lui dit même : « Merci d'être entré dans ma vie. Tu es une merveille. Chaque note qui sort de toi est un régal pour mes oreilles. Si je le pouvais, je t'emmènerais même dans mon sommeil. » Ce jour-là, le violon put enfin faire la paix avec lui-même, comprendre qu'il n'avait jamais été le problème, que c'était l'autre enfant qui ne savait pas jouer et qui, plutôt que de se l'avouer, avait accusé le pauvre violon. Alors, peut-être est-ce aussi votre cas. Peut-être que certaines personnes n'ont pas su jouer de votre instrument, que certaines même vous ont forcé à jouer une autre musique que la vôtre, vous ont malmené, ont écorché votre voix, cassé vos cordes, vous ont fait croire que vous sonniez faux. Mais ils avaient tort. L'instrument est parfait dès sa naissance. Il n'y a que les gens qui ne savent pas en jouer.
J'ai cru entendre qu'un nouveau musicien était arrivé en ville. Un virtuose, paraît-il. Vous-même. Alors, que diriez-vous de jouer votre propre musique à présent? Vous seul savez comment jouer de cet instrument. Vous le connaissez mieux que personne. Moi, en tout cas, j'ai déjà réservé ma place au premier rang pour vous écouter jouer. Le pont magique. Il existe une balade magique sur les bords de Loire, entre les ponts. On peut choisir de s'y promener 1 heure pour s'évader et franchir un seul pont, ou 2 heures pour se soulager et franchir 2 ponts. C'est d'une femme dont j'aimerais vous parler. Une femme qui avait parfois besoin de 2 heures pour soulager ses peurs. Alors, elle commençait la balade avec son chien et chaque minute passée près de l'eau lui permettait d'évacuer le trop-plein d'eau de chagrin, de ne pas se sentir suffisamment aimé, d'eau de colère, d'avoir été mal considéré et d'eau de peur d'être quitté. En marchant, toutes ces craintes disparaissaient, laissaient place à la sérénité. Et c'est ce qu'il se passait à chacun de ces passages sur les ponts, comme si les ponts nettoyaient les émotions. Et une fois de l'autre côté du second pont, elle avait accès à ses envies, ses désirs et ses rêves. Mais ce jour-là, de l'autre côté du pont, un événement arriva. Alors qu'elle était dans ses rêves de bonheur, son chien prit un chemin pour rejoindre le bord de l'eau. Et il faisait cela tout le temps. Mais cette fois-ci, elle sentit qu'il y avait un problème, comme si un signal d'alerte avait retenti dans sa tête. Une intuition surgit comme jamais elle n'en avait eu auparavant. Elle fit marche arrière et descendit au bord de la rivière. Mais là, rien, pas de chien. Elle le chercha dans l'eau, mais ne le vit pas. Elle faillit repartir, mais elle ne le put pas. Elle savait qu'il était là. Alors, elle se pencha et le vit accroché à un petit rocher, tout le corps dans l'eau. Seules ses pattes s'accrochaient désespérément à ce petit bout de pierre. Le pauvre chien ne pouvait même pas aboyer. On voyait de la terreur dans ses yeux. Alors la femme s'allongea sur le rocher et attrapa son chien. Et il tremblait de peur, et la jeune femme aussi. Ils rentrèrent tous les deux chez eux, encore tout remués par cette aventure. Et en arrivant, cette femme dit à son fils: « J'ai eu si peur, j'ai failli noyer le chien. » Et elle expliqua ce qui s'était passé. Son fils la regarda étonné et lui dit: « Non, maman, tu n'as pas failli noyer le chien, tu l'as sauvé. » Cette mère, en entendant les paroles de son fils, comprit une chose essentielle. Elle devait arrêter de se dévaloriser. Elle comprenait enfin qu'elle faisait du mieux qu'elle pouvait
que certes, elle ne pouvait pas enlever tous les grains de sable, les cailloux, les blocs de pierre sur le chemin de ceux qu'elle aimait, mais qu'elle pouvait faire de son mieux pour les protéger, pour écouter son intuition et son cœur. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous relaxer, de vous détendre, de vous permettre de mieux vous endormir. Je vous souhaite de très belles choses. À très bientôt.